ce sera la troisième partie de cette série consacrée à l'évolution. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un troisième volet que nous devons aussi à la théorie darwinienne, qui est la manière dont on étudie aujourd'hui les espèces. Je vais vous raconter comment on étudie les espèces selon les méthodes classiques, en fait, pour que vous sachiez un petit peu d'où vient notre savoir, quel est son contenu, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Comment s'appelle la théorie de Darwin ? Beaucoup de gens vont dire qu'il appelait sa théorie de l'évolution. Eh bien non, raté. Darwin n'appelait pas sa théorie de l'évolution. Le terme d'évolution, c'est un nom qui a été inspiré par le théoricien de l'évolutionnisme du progrès qui était Herbert Spencer. Non, Darwin, il appelait sa théorie... D'abord, il faut savoir que évolution, à l'époque de Darwin, ça évoquait un déroulement préétabli, un développement. Il appelait sa théorie de la sélection naturelle ou théorie de la descendance avec modification. Ce n'est pas un terme qui est passé à la postérité. Et pourtant, descendance avec modification, c'est bien ce qu'on voit sur cette figure, qui est sa figure fétiche, celle de l'origine des espèces, où on voit une succession d'êtres qui progressivement se transforment. C'est parce qu'effectivement, c'est à Darwin que nous devons d'avoir la vision que nous avons actuellement du temps évolutif. La théorie de la sélection naturelle de Darwin n'a pas eu un grand succès à son époque, et elle n'en a pas eu un grand pendant 70 ans, mais après Darwin, la conception que les gens avaient de l'histoire de la création, du monde vivant, était complètement différente. Avant, beaucoup de gens voyaient plutôt une échelle des êtres. Il y avait des conceptions sur ce qu'on appelait la transmutation des espèces. Dans cette échelle des êtres, en fait, il y avait une série continue de complexité des êtres vivants. Et lorsque les opposants à Darwin disaient pour Darwin, l'homme descend du singe, cette expression même, qui n'est pas du tout due à Darwin, exprime très bien les préjugés de l'époque. Une espèce que nous avons sous les yeux pouvait donner une autre espèce que nous avons aussi sous les yeux. Les espèces se jouxtaient en quelque sorte, elles étaient en continuité les unes avec les autres et on pouvait passer de l'une à l'autre. Non, la conception darwinienne, c'est celle-ci. C'est une conception sur laquelle les ancêtres sont invisibles parce que les ancêtres sont passés. Ils ont été transformés et les ancêtres ont disparu. Cette vision du temps que le monde vivant ne parcourt qu'une seule fois, c'est celle de Darwin. Elle est sous cette radicalité avec Darwin et elle n'a pas cessé depuis. C'est vraiment un changement de vision complet. Vous vous rappelez, cette figure que nous avons vue, elle exprime tout à fait ça, c'est l'arbre de la vie. Alors, celle qui correspond au registre fossile, c'est, pour ce qui nous concerne, celle-ci, les animaux, les champignons et les plantes, qui sont au bout de cet arbre. Avant ça, nous avons... alors ça représente 540 millions d'années, c'est très peu. Oui, c'est vrai, ça, très peu. Avant ça, nous avons pendant longtemps des eucaryotes, c'est-à-dire des êtres supérieurs avec des noyaux, mais qui sont des êtres unicellulaires. Et avant, nous avons la vie bactérienne, qui a duré entre 3 700 000 et 4 milliards d'années. Alors, il y a quelque chose d'intéressant avec cette figure, l'histoire. Vous savez, Freud disait « la science humilie le narcissisme de l'humanité ». On voudrait être au centre de tout. Or, avec Copernic, la physique nous a appris que la Terre n'est pas au centre du monde. Avec Darwin, la biologie nous a appris que l'homme n'est pas au fait de la création. Et, disait-il, la psychanalyse nous montre que notre conscience n'est pas le mobile de nos actions. Ça, je lui laisse. Mais en tout cas, le fait qu'avec Darwin, la biologie montre que l'homme n'est pas au fait de la création, c'est vraiment important. Autre chose qui humilie peut-être notre narcissisme, vous vous rappelez ce que j'avais appelé le déjeuner sur l'herbe, en quelque sorte, cet arbre phylogénique des mitochondries, où on voit sur le même arbre l'arbre des espèces et l'arbre des différentes lignées mitochondriales, donc matrilinéaires, chez l'être humain, y compris celle de Néandertal.
Encore quelque chose qui va peut-être humilier un peu notre narcissisme, cette variabilité moléculaire. Nous sommes l'espèce la moins variable parmi les hominidés, une espèce qui finalement a la variabilité d'une espèce qui aurait très bien pu s'éteindre il y a 100 ou 200 000 ans. Pour conforter un peu notre narcissisme, sur ces 40 millions de siècles, nous sommes, nous, vous et moi, la première génération dans l'aventure du vivant, qui a conscience de son origine, qui a conscience de l'histoire de la vie et qui a conscience de l'histoire de son espèce. C'est pas extraordinaire, ça, quand même? Ça aurait pu arriver à d'autres. Non, ça arrive à nous. On aurait pu naître à un autre moment, on aurait pu naître dans une situation moins valorisante. Imaginez, par exemple, vous auriez pu naître au début de la guerre de 100 ans, ça, c'est pas rigolo. Bon, vous ne savez pas que ça va durer 100 ans, mais enfin, ce n'est pas une situation réjouissante. Non, vous avez cette chance d'être la génération qui a conscience de l'histoire de la vie sur Terre depuis 4 milliards d'années. Nous sommes aussi la dernière génération à pouvoir regarder la nature telle qu'elle est née, la dernière génération à pouvoir considérer la nature comme cette force inébranlable, éternelle, inamovible, cette nature naturante qui a existé pour les autres générations, parce que maintenant, ça, c'est fini, et c'est notre génération qui met fin. Aujourd'hui, la conservation de la nature fait l'objet de traités internationaux. La nature n'est préservée que là où nous décidons qu'elle sera préservée. La nature, maintenant, est un produit de l'art, c'est un artefact. Elle n'existe que grâce à notre volonté, à notre politique, à notre science, à la science fragile que nous construisons dans des institutions comme celle-ci. J'avais oublié de dire. Vous avez eu la malchance de naître au début de la guerre de 100 ans, parce que c'est au XXIe siècle que nous pourrons sauver la nature. C'est la science, les connaissances que nous créons aujourd'hui qui pourront la sauver. Sinon, elle va disparaître. Je suis désolé, c'est une très mauvaise nouvelle quelque part. Et en même temps, ça nous donne une force, une responsabilité extraordinaire. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux être humilié par la science que de détenir une telle responsabilité, mais en tout cas, cette responsabilité, vous l'avez. Vous n'avez pas le choix. Dans des faibles institutions comme celle-ci, des muséums où sont détenues la mémoire de toutes les espèces qui ont été décrites jusqu'ici. Il y en a 3 dans le monde. Il y a le Muséum national d'histoire de Paris, l'histoire naturelle de Paris, il y a la Smithsonian Institution à Washington, il y a la British Museum of Natural History en Angleterre. C'est des institutions fragiles, mais c'est là la mémoire de la biodiversité aujourd'hui, avec les quelques chercheurs qui sont... j'oubliais, il y avait une 4e institution qui détenait aussi la mémoire de la biodiversité sur Terre. C'était le Muséum de Berlin. Malheureusement, il a brûlé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez des responsabilités importantes avec des connaissances fragiles, une mémoire fragile, une biodiversité qui est sujette à une histoire, qui a connu des hauts et des bas, qui a connu jusqu'ici 5 grandes extinctions, il y a 440 millions d'années, il y a 360 millions d'années, 250 millions d'années, 200 millions d'années, 65 millions d'années, qui toutes ont correspondu à des changements complets de faune et de flore. Il y a 65 millions d'années, les grands dinosaures disparaissent et les petits mammifères deviennent des grands mammifères. Et puis, il y a la 6e extinction, c'est celle qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors, toutes ces extinctions ont des causes tout à fait imprévisibles. La cause actuelle, c'est l'extension de l'humanité. Ah oui, parce que j'oubliais de vous dire, la nature a survécu à toutes ces crises. Elle a survécu. La biodiversité s'est reconstituée sous une forme différente au bout d'un temps qui durait à peu près 10 millions d'années. 10 millions d'années, c'est rien. 10 millions d'années, ça représente quand même quelque chose. Imaginez que le dernier ancêtre commun entre le gorille et d'une part et le chimpanzé et l'autre et l'homme d'autre part, c'est il y a 8 millions d'années. Donc vous voyez, 10 millions d'années, c'est beaucoup. Si les destructions que nous faisons aujourd'hui mettent 10 millions d'années à se cicatriser en quelque sorte, vous pensez bien que nous risquons d'être maudits pendant un certain temps par les gens ou les êtres qui vont nous succéder sur cette planète. Alors, il y a d'autres causes qui font que la biodiversité est sujette à l'histoire. Et là, je vous montre les causes récentes qui sont les glaciations, les changements continuels climatiques, dont vous voyez qu'ils se sont produits de manière relativement régulière.
C'est important à le savoir parce que nous faisons de la biologie évolutive aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est à l'Holocène, dans la période post-glaciaire où nous sommes, et la distribution des êtres vivants sur Terre dépend de changements qui se sont produits au cours de cette période. Vous voyez, la dernière glaciation ici a pris fin il y a 10 000 ans. C'est cette période en jaune qui est là, période de réchauffement. 10 000 ans, ce n'est pas grand-chose, c'est rien 10 000 ans. 10 000 ans, c'est le temps qui nous sépare de la découverte de l'agriculture. Donc c'est 10 000 ans de néolithique, c'est 10 000 ans de vie agricole, 10 000 ans d'expansion de l'humanité. Mais la distribution des êtres vivants sur Terre dépend aussi de ces changements. Par exemple, il y a 20 000 ans, la flore de l'Europe était à peu près la même, mais elle n'était pas du tout située au même endroit. Vous avez ici en bas sa distribution actuelle. Alors vous avez la forêt de chênes, de hêtres, de bouleaux. Et puis ici, vous avez la forêt d'épicéas. Et en fait, si vous regardiez il y a seulement 20 000 ans, la forêt de chênes, elle était dans le sud des péninsules méditerranéennes et les résineux étaient soit en Castille, soit au fond de ce qui est actuellement la mer Adriatique. Ici, nous avions des glaciers, d'ailleurs c'est plus visible sur la diapositive suivante. Vous avez ici des glaciers sur le nord de l'Europe, les Inland 6. Vous aviez ici de la terre ferme qui est représentée en bleu ciel entre le continent européen et les îles britanniques. Et puis vous aviez aussi de grands glaciers dans les montagnes. Et puis, en fait, la faune et la flore que vous avez actuellement dans nos contrées étaient réfugiées dans diverses péninsules au sud de l'Europe. Ici, les étoiles indiquent l'endroit où on trouvait des chênes. Donc vous imaginez que là, c'est il y a 14 000 ans. En 14 000 ans, en fait, ils se sont faits très vite pour remonter, puisque maintenant on les trouve dans les îles britanniques. Ils sont allés assez vite. Nous le savons grâce aux documents palynologiques, d'une part, l'étude des pollens dans les couches fossiles, et puis aussi en étudiant l'ADN mitochondrial ou l'ADN chloroplastique de ces espèces. Alors d'ailleurs, grâce aux données mitochondriales, nous savons à peu près comment s'est fait la colonisation de l'Europe à partir de ces refuges, ce qu'on appelle les refuges glaciaires. Alors vous avez le choix entre l'autoroute des sauterelles, j'appelle ça le chemin des sauterelles, mais en anglais on dit Grasshopper Highway, le chemin des hérissons, le chemin des ours. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'en général, à chaque fois, vous avez essentiellement une recolonisation depuis la péninsule ibérique et à partir de la péninsule des Balkans, qui se rejoignent plus ou moins sur cet arc de cercle qui les rejoint au niveau de l'Europe moyenne. Et puis, vous avez bien des espèces qui essaient de remonter la péninsule italienne, mais là, elles se heurtent aux Alpes. Et en général, il y a en quelque sorte une rupture, une solution de continuité entre ces faunes et ces flores qui remontent là et celles qui ont eu tout le temps de remonter en Europe moyenne depuis les extrémités est et ouest. Alors c'est essentiellement ça qui différencie ces différents chemins. Alors ça, c'est pour les espèces qui sont réellement adaptées à des climats tempérés, chauds, je dirais. Vous avez aussi les espèces qui sont adaptées à des climats plus froids. Alors, celles-ci, elles n'étaient pas dans des refuges autrefois, mais elles sont dans des refuges aujourd'hui. Donc, on les trouve dans la flore ou la faune alpine, que l'on retrouve aussi en Norvège ou en Écosse. Donc là, nous avons ce qu'on appelle des aires de distribution disjointes dans ces espèces. C'est assez fréquent. Alors, tout ça, ça peut donner des figures assez intéressantes. Lorsqu'il y a aussi différenciation des espèces. Ici, vous avez ce qu'on appelle le cercle de race du goéland argenté, Larus argentatus. Alors, c'est quoi un cercle de race? Eh bien, si on regarde les goélands, ici, nous avons en Europe occidentale le goéland argenté, que vous connaissez bien, en fait.
Vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais c'est celui que vous connaissez. Et puis, ce goéland a des sous-espèces. Et ces sous-espèces sont évidemment circumboréales, c'est normal. Et puis, de loin en loin, ce sont vraiment des sous-espèces parce que nous, on sait les reconnaître morphologiquement, mais en même temps, elles sont interfécondes. Donc, ce sont vraiment des formes de la même espèce. Donc, elles sont interfécondes jusqu'à donner ici cette sous-espèce qui est le goéland brun, mais qui ne se croise pas avec le goéland argenté. Alors, c'est drôle parce que nous avons ici un cercle ouvert d'espèces qui communiquent entre elles au niveau génétique, mais ici, nous avons rupture. Nous avons rupture de la capacité à l'hybridation, en quelque sorte. Donc, on a réellement un processus. Alors, c'est un processus qu'on appelle un processus de spéciation. L'expression spéciation décrit le processus par lequel une espèce ancestrale donne naissance à deux espèces filles. Alors, ça illustre le processus de spéciation. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça à propos de l'histoire de l'Europe? Eh bien, en fait, c'est parce que si on regarde un petit peu, remonte dans le temps, évidemment, au moment des glaciations, les goélands n'étaient pas situés où ils sont situés aujourd'hui. L'océan glacial arctique était couvert de glace. Et ces sous-espèces diverses et variées étaient situées dans les bassins hydrographiques, situés plus au sud, et elles étaient isolées les unes des autres. Donc en fait, elles se sont différenciées pendant ces périodes glaciaires d'isolement. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est leur retour en continuité du fait que, comme les espèces que j'avais décrites précédemment, elles ont suivi un chemin de montée vers le nord. Alors, il faut bien voir que 100 000 ans, qui est la période moyenne d'un cycle glaciaire, c'est très peu, c'est considéré comme insuffisant pour faire naître des espèces réellement incompatibles au niveau reproductif. Donc, nous avons une différenciation, mais cette différenciation n'est pas suffisante pour donner des espèces. C'est le genre de matériel qu'aiment particulièrement les biologistes qui veulent travailler sur l'origine d'espèces nouvelles, évidemment, parce qu'ils trouvent là des situations intermédiaires entre une espèce et plusieurs espèces. Alors, toujours dans le domaine un peu de démystification de la nature naturante par rapport à l'histoire, ça c'est un document pédagogique qu'on nous montrait à l'école primaire pour nous illustrer ce que c'était que la forêt vierge. Et une belle forêt vierge avec un mélange de faune africaine et indonésienne. Il y a un orang-outan, il y a des éléphants d'Afrique, il y a des crocodiles, il y a des noirs, il y a des perroquets qui viennent certainement d'Amérique du Sud. Enfin, c'est pas grave. Ça semblait illustrer la forêt vierge telle qu'elle a toujours existé. Elle est vierge parce qu'elle a toujours été là. Eh bien, sans faire de mauvaise plaisanterie, cette forêt vierge, en fait, elle n'est pas si vieille que ça. Elle n'a pas été si vierge que ça, parce qu'en fait, elle n'est en place, elle aussi, que depuis 10 000 ans. Aujourd'hui, voilà la forêt vierge telle que moi je la vois lorsque je vais travailler sur l'un de mes terrains de recherche, qui sont la forêt centrale, la forêt d'Afrique centrale. On a des forêts très très denses, humides. Vous voyez à gauche la forêt, mais vous voyez surtout à droite cette serre que constituent les nuages qui sont en permanence présents dans cette zone autour de l'équateur. Ici, vous avez l'extension actuelle de la forêt dense humide d'Afrique. Donc vous avez toute cette zone-là reçoit énormément de précipitations jusqu'à ces montagnes, qui sont les montagnes du rift africain. Après, c'est beaucoup plus sec, vous avez la savane. Donc au nord, vous avez la savane, au sud, vous avez la savane, à l'est, vous avez la savane. Eh bien, il y a 10 000 ans, on avait ça. À la place de la forêt, on avait les savanes, on avait des refuges d'altitude, de moyenne altitude, avec de la forêt. Comme il y a des rivières, il y avait des forêts-galeries. Ici, vous avez une forêt-galerie où était réfugiée la forêt, mais la savane n'était pas là. Et comme je vous dis, ce n'est pas plus vieux que l'invention de l'agriculture.
Donc, vous voyez, la forêt vierge, éternelle, inamovible, etc. Non, non. La biodiversité a une histoire, et cette histoire, c'est aussi une histoire récente. Alors, j'avais dit que j'allais vous illustrer un petit peu la manière dont on travaille sur l'histoire des populations. Là, on ne s'intéresse plus à la sélection naturelle, mais simplement nous allons chercher dans le génome des espèces des traces qui nous permettent de reconstituer leur histoire. Reconstituer leur histoire, ça va être obligatoirement tenir compte de tous ces événements considérables dans l'histoire de la biodiversité, même si ce sont des événements qui viennent de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce muséum? Alors, je vais prendre un exemple du muséum. On va pas aller en Afrique, on va prendre quelque chose qui nous concerne directement ici, qui correspond à la faune française. Donc, j'ai pris l'exemple de quelque chose, une étude très classique qui s'est faite dans notre laboratoire. Donc là, c'est l'histoire du Chrysocarabus auronitens. Voilà les héros du jour. Alors à gauche, vous avez Chrysocarabus auronitens, le carabe doré à reflet d'or, et à droite, vous avez Carabus splendens, le carabe resplendissant. Vous voyez que c'est de belles espèces. En général, quand je montre ça aux gens, ils disent « Mais on trouve ça en France, mais je ne les ai jamais vus. » Non. Alors, les gens disent « Mais si on les voit jamais, ça doit être des espèces très rares. Comment osez-vous travailler avec? Vous les mettez en danger. » Non, ils sont très très abondants. Ils sont très très abondants, mais on ne les voit pas parce qu'ils ne circulent que la nuit. Et alors ils sont abondants parce qu'ils se nourrissent de vers de terre et d'escargots, donc dans les vieilles forêts de chênes. Mais par ailleurs, ils ne sortent que 2 mois par an, en fait, au printemps, en ce moment. Mais ils ont toujours suscité beaucoup d'intérêt par les amateurs. Alors ici, vous voyez un amateur célèbre, Pierre-François-Marie-Auguste de Jean, général d'Empire, fils d'un général de Napoléon, lui-même général de Napoléon et père d'un autre général à la Restauration. Alors, il est connu pour avoir de temps en temps échantillonné sur le champ de bataille ou pour n'avoir pas donné l'ordre de combat avant d'avoir attrapé tel coléoptère et avant de l'avoir mis dans son chapeau pour pouvoir le regarder après la bataille. Je ne sais pas si tout ça est tout à fait moral, mais en tout cas, lorsqu'il est tombé en disgrâce après la chute de Napoléon, il a pu se consacrer entièrement à ces coléoptères et il a décrit beaucoup d'espèces. Alors, les carabes Chrysocarabus, c'est un genre petit, mais qui a beaucoup suscité l'intérêt. Vous voyez, ils ont des noms rutilans, etc., splendens. Beaucoup ont été décrits par De Jean lui-même, d'ailleurs, et certains d'entre eux sont en fait en synonymie. Alors, ce pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'ils ont une distribution qui fait penser qu'ils ont toujours été dans ce niveau moyen de l'Europe tempérée où nous sommes. Ils ne sont pas descendus au sud de l'Espagne, ils ne sont pas montés en Norvège. Ils font partie de cette faune dont on peut penser que c'est comme si elle avait toujours été là. Nous avons ici plusieurs espèces et elles ont toujours une aire de distribution très réduite, mais toujours très européenne. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, comme vous le voyez, se trouvent en France. Alors, c'est d'autant plus un mystère que non seulement il y avait autrefois des glaciers, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire cette zone où le sol est gelé en permanence. Or, les carabes ont besoin de vivre dans le sol pendant une partie de l'année, en fait 10 mois par an. Donc on peut se demander où ils vivaient à cette période-là. C'est un mystère. Alors, pour entrer dans les détails, rutilans est catalan, Hispanus, malgré son nom, est du Massif central. En fait, il a été décrit à Espagnac, et la personne qui l'avait décrit pensait qu'il venait d'Espagne. Solieri vit dans les Alpes du Sud. Olympier vit dans une commune du Piémont, en Italie. Lineatus vit au nord de la péninsule ibérique, au nord du Portugal et en Galice. Splendens vit essentiellement dans les montagnes de moyenne altitude
de manière relativement limitée, Punctaturatus également, et celui qui va nous intéresser ici, Oronythens, est celui le sol qui se soit étendu vers le nord, apparemment récemment. Mais ce qui est bizarre, en fait, et ce qui a toujours étonné les gens, c'est qu'il a une très grande variété morphologique et de couleurs, comme vous voyez, et ces variétés constituent des variétés locales. Donc la question, si ces organismes ont dû remonter l'Europe à partir du sud, comment ont-ils pu engendrer en si peu de temps des variétés locales? Donc la question se posait à notre systématicien au laboratoire, et nous nous sommes associés à lui en tant que généticien pour essayer de l'aider à résoudre cette question. Voilà. Donc, alors, j'ai oublié de dire que toutes ces espèces, en plus, sont capables de s'hybrider et de donner des hybrides féconds. Donc, voilà un type d'énigme face auquel vont se trouver des généticiens et des systématiciens dans l'établissement comme celui-ci. Alors, tout ça, c'est surtout pour montrer quelle technique nous allons utiliser pour essayer de faire parler la nature. Alors, une des variations les plus constantes dans cette espèce, c'est la couleur du tibia, qui est ce segment-là de la patte, qui est noir dans certaines populations et est rouge dans d'autres. Vous ne le voyez pas très bien, mais ça se voit beaucoup mieux sur la bête. Les variétés à pattes rouges se trouvent au nord de cette limite, ici, qui va de Menton, si je puis dire, à la baie du Mont-Saint-Michel, et les variétés à pattes noires se trouvent au sud. Donc, qu'ont fait les chercheurs du muséum? Ils sont allés chercher des petits échantillons de 20 individus dans un groupe de population correspondant à l'aire de distribution de l'espèce. Ils en ont pris aussi dans l'espèce proche qui est Splendens, et dans cette variété d'Oronythens du Sud, qui s'appelle en fait Punctaturatus. Donc ça fait une quinzaine de populations. Et alors, comment les étudier? Alors, pour les étudier, il faut des marqueurs génétiques hautement variables. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la génétique. Qu'est-ce que sont ces marqueurs génétiques hautement variables? On appelle ça des microsatellites. On va être obligé de faire un peu d'ADN. Excusez-moi. L'ADN, je vous rappelle, est une double hélice. Ici, ce n'est pas représenté sous forme d'hélice, mais en tout cas, c'est une double séquence de molécules qui sont symbolisées par 4 lettres, A, C, G et T, et qui, 2 à 2, sont en quelque sorte le négatif ou le positif l'un de l'autre. Face au C, qui est en rouge, on a toujours un G qui est en vert. Face au A, qui est en bleu, on a toujours un T qui est en orange. Et comme ça tout le long. C'est ce qui permet à l'ADN de se dupliquer. C'est une manière de photocopier, en quelque sorte, qui a été inventée et qui fait intervenir une grosse photocopieuse, qui est un assemblage protéique qu'on appelle l'ADN polymérase. Alors, cette ADN polymérase, elle prend l'un des brins d'ADN pour reconstituer l'homologue en face, qui est donc toujours l'opposé, toujours un C face à un G, etc., etc. Alors cet ADN polymérase, c'est quelque chose de très, très élaboré, qui existe depuis que la vie existe sur Terre, et qui est très, très forte, parce qu'en plus, elle sait corriger les mutations. Elle passe son temps à relire son travail, et quand elle détecte qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait une mutation, elle revient en arrière, elle enlève l'erreur et elle repart, elle la corrige et elle repart. Beaucoup d'entre vous pensent certainement que les mutations, c'est des phénomènes physiques dus à une erreur du matériel génétique. En fait, les mutations ne sont que ce qui reste lorsque sont passés tous les systèmes de correction de mutations qui existent dans la cellule, qui sont nombreux, et il y en a plusieurs, et qui, en général, permettent, je vous le rappelle, que sur un génome humain de 3 milliards de nucléotides, il y a en moyenne une mutation toutes les 200 générations cellulaires. Une fidélité invraisemblable. Donc, elle sait corriger les mutations.
Mais il y a des mutations qui lui échappent. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir de l'ADN hautement variable. C'est lorsqu'il y a des séquences microsatellites. C'est quoi une séquence microsatellite? C'est une répétition d'un motif très court. Ici, vous avez CA, 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 CA. Et en face, évidemment, vous avez TG, 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 TG. Le négatif. Et le problème de notre ADN polymérase, c'est que quand elle a ça, elle peut se tromper. Parce que si notre CA, CA, CA fait une boucle, elle ne sait plus à quel TG, auquel des multiples TG, TG, TG ça correspond. Ce qui fait qu'elle fait bien son travail, ou, excusez-moi pour l'anthropomorphisme, elle croit bien le faire, et sans s'en rendre compte, elle allonge la chaîne d'ADN d'un motif répété, CA contre TG. Bon, ça ne change pas grand-chose parce qu'en général, tout ça, ça se fait dans ce que j'ai appelé l'ADN poubelle. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. C'est des gens très sérieux, beaucoup plus que moi. ADN poubelle, junk DNA, et c'est de l'ADN qui ne code pas pour des choses très importantes. Mais pour nous, généticiens, c'est intéressant parce que toutes ces erreurs que fait la polymérase créent de la variabilité de longueur. Et nous disposons d'allèles de longueurs différentes, et nous savons très bien les repérer et les mettre en évidence. Et ça fait des ADN qui sont très polymorphes. Il suffit d'en repérer 10 ou 20 dans le génome, chose que nous savons faire, et nous avons à bon marché un système de polymorphisme, de variabilité moléculaire, que nous allons pouvoir étudier dans l'espèce en question. Alors, on a fait ça avec nos carabes. Et on utilise ensuite un logiciel de génétique des populations numérique qui nous permet de diviser, de partitionner notre espèce au sens mathématique d'une partition en plusieurs entités qui, génétiquement, correspondent à des choses qui se trouvent être assez homogènes dans cette espèce-là. Nos différentes populations sont ici identifiées par des individus. Par exemple, une petite ligne comme ça, comme celle que je suis en train de montrer, correspond à un individu, mais qui monterait jusqu'en haut. Mais ici, on a montré une partie qui devrait être allouée à la partie qui est en rouge. Donc, ce logiciel nous permet de trouver chez certains individus un apparentement avec d'autres populations que celles dont ils proviennent. Donc là, ce que nous voyons, c'est que, alors ici, nous avons ce qu'on appelle des groupes externes. Donc ça n'est plus dans le domaine qu'on étudie. Nous voyons que nos carabes peuvent se diviser en deux groupes. Alors, qui correspondent en fait ici à ceux qui avaient des tibias rouges et ici à ceux qui avaient des tibias noirs. Donc ça tombe bien. Donc c'est une première chose. On montre que cette différence de coloration correspond à des différences génétiques dans le reste du génome. Il y a des choses intéressantes. Ici, nous avons cette population du Massif central de la Loire, où nous voyons que beaucoup d'individus, en fait, possèdent des allèles qui viennent des populations à pattes rouges. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend l'un des groupes, par exemple le bleu, et on refait passer le programme structure. Et qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, donc, tibia rouge, tibia noir, les échanges dans le Massif central. Qu'est-ce qu'on obtient? Cette fois-ci, nous pouvons partitionner encore plus loin et nous obtenons une partition en fait en trois groupes. Un groupe qui correspond à la Vendée et la Bretagne, un groupe qui correspond au Tarn et un groupe qui correspond aux trois populations moyennes du Massif central. C'est intéressant parce qu'on retrouve quelque chose qui retrouve la distribution géographique de nos populations. On fait la même chose avec les populations qui sont ici en rouge. Et là aussi, on a un groupe qui est fractionné en deux types de populations. Alors, donc, ça, c'est une moyenne un petit peu de l'ensemble du génome pour lequel nous avons des microsatellites. Alors, nous voyons qu'entre la population du Nord et la population de Cerisy, nous avons une sorte de continuité. Nous avons deux groupes, mais ici, nous avons des populations qui sont intermédiaires. Nous reviendrons sur ces populations, en particulier la population de Cerisy. Donc, c'est bien. Ce programme nous a permis de partitionner l'espèce en plusieurs ensembles.
Ici, il y a ce que nous en savions déjà. Nous avons retrouvé les populations à tibia rouge, nous avons retrouvé les populations à tibia noir, nous avons trouvé une division que nous ne soupçonnions pas parmi les populations à tibia rouge et qui correspond à des populations qui sont en continuité les unes avec les autres. En ce qui concerne les populations à tibia noir, nous avons trouvé une parenté entre ces deux populations de l'Ouest, entre ces populations du centre, et cette population se retrouve toute seule. Nous avons trouvé ici un échange génétique entre des rouges et des noirs au niveau de cette population du Massif central. Et puis nous avons vu, alors donc celle-ci j'ai coloré en jaune à partir de maintenant, et nous avons vu aussi qu'il y avait une sorte de continuum ici entre ces populations. Donc là, nous faisons apparaître à la fois des divisions et des apparentements. Donc là, le travail génétique permet d'aller plus loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les amateurs, enfin, j'ose pas dire les amateurs, parce que c'est quand même des vrais scientifiques quelque part, mais exclusivement morphologistes, ont décrit des sous-espèces à l'intérieur de cette espèce Euronitens. Ils ont décrit une espèce Sulfestivus bretonne. Mais ils ne savaient pas si ces populations de Vendée en faisaient partie. Nous pouvons dire elles sont vraiment apparentées. Ils avaient décrit une sous-espèce Costellatus correspondant au Massif central. Un bon point pour eux. Ils avaient décrit une espèce Festivus correspondant au Tarn. Encore un bon point pour eux. Mais ils n'avaient pas vu cette différence-là. Par contre, ils avaient bien identifié une population Cupreolitens de carabes qui sont entièrement noirs, qui sont d'ailleurs protégés parce qu'ils ne sont pas très beaux, mais comme ils sont rares et qu'ils ne vivent que dans une forêt, l'autorité publique a décidé de protéger la forêt. C'est la seule forêt en France qui ait une réserve nationale pour préserver un carabe. C'est une bonne chose, c'est très heureux. En tout cas, ils m'ont permis d'aller en chercher. Donc, première étude. On peut aussi faire un arbre phylogénique avec les microsatellites qui nous montre à peu près un apparentement entre, enfin une division d'une part entre ceux de l'Ouest et ceux de l'Est, et qui nous figurent les apparentements. Alors maintenant, nous allons utiliser un autre outil de la biologie moléculaire pour aller plus loin dans l'histoire de ces espèces. L'ADN mitochondrial. Vous vous rappelez ce que c'est? L'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN qu'on peut séquencer, qui est transmis seulement par les femelles, mais qui permet de faire de véritables arbres phylogéniques des lignées matrilinéaires. Il le fait parce qu'il ne recombine pas, puisqu'il est transmis que par un seul sexe, et il y a une technique qu'on appelle la phylogéographie, qui consiste à projeter sur une carte géographique les réseaux de filiation entre les populations dû à cet ADN mitochondrial. Alors, voilà ce qu'on obtient. J'ai représenté par des carrés les populations avec des... Alors, il y a les effectifs par population. Alors, les populations sont parfois fractionnées. Hein. Donc là, je ne suis pas entré dans le détail, ça aurait été quand même un peu compliqué d'entrer dans des détails un peu professionnels comme ça dans l'exposé. Ce que vous voyez, c'est que quand même, on a globalement une partie de cet arbre généalogique, on dit un arbre phylogénique hein, en langage de biologie, qui correspond aux populations à tibia rouge. Et puis on a globalement une autre partie de l'arbre, mais qui n'est pas véritablement exclusive, qui correspond à ceux à tibia noir. Excusez-moi, il y a une faute de frappe. Ce sont ceux à tibia noir. Et nous trouvons ici des individus qui correspondent d'ailleurs aux populations du Massif central, qui se trouvent dans la mauvaise partie de l'arbre. Ils sont apparentés à ceux-ci, d'ailleurs certains d'entre eux sont dans la bonne partie de l'arbre, mais ils ont une mitochondrie qui est celle des populations de l'Est. Et puis il y a d'autres parties qui sont plus anciennes, vous voyez, qui remontent très loin, qui correspondent à ces populations à tibia rouge un peu particulières que j'avais identifiées en jaune. Donc là, nous avons confirmation que ces groupes, cette espèce est divisée en deux groupes qui, en général, ne se mélangent pas trop, mais qui peuvent s'hybrider. Et
de l'information génétique peut passer entre ces deux groupes. Et ce qui est remarquable, quand même, c'est qu'elle reste relativement distincte. Alors ça, c'est une première étude, mais donc ces données confirment un peu ce qu'on savait. Là, nous avons quelque chose sur le niveau de variabilité génétique. Alors on voit quand même que certaines populations sont très faibles, à très faible variabilité génétique. Ce sont des populations qui vivent dans des petites forêts, et on peut penser qu'au fil du temps, elles ont perdu beaucoup d'informations génétiques à force d'être dans des milieux relativement isolés. Ce sont des populations qui sont un peu en limite d'air par rapport à l'espèce. Alors ici, j'ai voulu montrer la complexité de l'histoire de ce complexe d'espèces constitué par l'espèce Ornithens, mais toutes les autres espèces de carabes, du genre Chrysocarabus que j'ai présenté au début. J'ai représenté ici un arbre mitochondrial de l'ensemble de ces espèces. Nous retrouvons ici celle que je viens de vous montrer tout à l'heure, l'espèce Ornithens, le carabe à reflet d'or. Et puis ici, on a les autres. Alors, entrons dans le détail. Vous voyez que globalement, nous avons deux branches dans cet arbre. Dans cette branche, on trouve ici l'espèce Lineatus. Tant mieux. Mais les données sont mélangées parce que cette espèce qui est Ritulans est présente dans des parties de l'arbre qui n'ont rien à voir ensemble. Cette espèce qui s'appelle Hisphanus est également présente dans des parties de l'arbre qui n'ont rien à voir ensemble. Celle-ci et celle-ci. Cette espèce qui s'appelle Splendens est également présente dans des parties de l'arbre qui n'ont rien à voir ensemble. Celle-ci et celle-ci. Vous voyez que cet arbre comprend deux branches majeures, mais que dans l'une branche, il y a 4 espèces qui sont présentes. Dans l'autre, il y a aussi 4 espèces qui sont présentes, mais que 3 d'entre elles, en fait, 3 de ces lignées, sont en fait présentes dans les deux parties à la fois. Alors, comment peuvent-elles le faire? Eh bien, c'est parce que cet outil moléculaire ici nous représente autre chose que l'arbre généalogique des espèces. Il nous représente la phylogénie des mitochondries, mais cette phylogénie des mitochondries a été complètement altérée par le fait que des mitochondries sont passées d'une espèce à l'autre. Il y a eu ce qu'on appelle hybridation, mais surtout ces hybrides ont été des hybrides féconds. Ils ont pu se reproduire avec les espèces dont ils étaient issus, les espèces parentes. Ce n'est pas comme le mulet qui est un hybride entre le cheval et l'âne. Les chevals et l'âne, ce sont des espèces distinctes parce que leur hybride est stérile. Ici, nous avons des hybrides féconds, des espèces. Donc nous avons 5 ou 6 espèces dans ce genre qui sont capables d'échanger du matériel génétique et qui, malgré tout, restent reconnaissables. Donc là, on entre dans le processus de spéciation. Vous voyez que c'est quand même assez compliqué. C'est plus compliqué que pour le goéland argenté. Donc nous avons ici la trace d'hybridation passée. Alors, troisième outil que nous allons utiliser, l'horloge moléculaire. Si on compte les mutations qui séparent un certain nombre de séquences, sachant que les mutations s'accumulent en fonction d'un taux de mutation, nous pouvons dire qu'un nombre de mutations, ça correspond à du temps. Nous pouvons donc remonter le temps. Donc, ce que nous avons fait, nous, généticiens, avec notre systématicien, nous avons utilisé l'horloge moléculaire qui a été évaluée chez les coléoptères et nous l'avons appliquée aux données pour essayer de mettre des dates sur ces événements. La séparation des espèces, elle date d'il y a entre 1 et 2 millions d'années. C'est classique. Ça va chercher très loin. La séparation majeure entre les espèces, c'est-à-dire entre les formes, disons un certain nombre de sous-espèces très fortement marquées, 750 000 ans. La séparation entre les groupes, par exemple, tibia rouge, tibia noir, 350 000 ans. C'est beaucoup, 350 000 ans. Ça fait, je m'excuse, ça fait 3 périodes glaciaires. Ça fait beaucoup de temps pendant lesquels ces formes ont cohabité et malgré tout se sont différenciées en restant distinctes les unes par rapport aux autres. Et puis les événements d'hybridation que nous voyons
que nous repérons actuellement entre ces espèces, vous voyez qu'il s'égrène au fil du temps. Il y a toujours eu des hybridations entre ces espèces naissantes. Il y a 250 000 ans, il y a 265 000 ans, c'est pareil. Il y a 120 000 ans, et puis il y a récemment le post-glaciaire. Nous sommes dans l'interglaciaire, mais enfin nous l'appelons post-glaciaire, la période actuelle. Donc vous voyez une histoire complexe qui tient au fait que la nature, en fait, a brassé ces espèces en créant ou en faisant disparaître des barrières géographiques entre les espèces. Alors, pour conclure un petit peu par rapport à tout ça, nous avons vu que l'histoire des populations fait apparaître un facteur qui contribue à la biodiversité sans résulter directement de l'adaptation au milieu, enfin, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait adaptation au milieu. L'histoire des faunes européennes a été très dépendante des changements climatiques. C'est quelque chose à savoir si nous voulons préserver notre biodiversité en Europe. Cette histoire est cause de différenciation subspécifique et contribue à la richesse de la biodiversité dans nos pays. Elle est aussi cause d'hybridation entre des formes en voie de différenciation. L'hybridation rend plus complexe le processus d'origine d'espèces nouvelles. Il est difficile à repérer à cause de ça. Enfin, certaines espèces, ça c'est une nouveauté de notre étude, mais enfin je la cite au passage, comme les carabes, ont une histoire différente de ces espèces à climat froid ou à climat chaud que j'avais cité au début de mon exposé et qui correspondent un petit peu au consensus de la science établi au cours des 20 dernières années, en tout cas au cours des 12 dernières années, puisque la principale référence est sur le chemin des hérissons, le chemin des ours et le chemin des sauterelles, c'est à la tête de l'année 2000. Donc on voit qu'il y a d'autres espèces qui se sont établies à des niveaux intermédiaires et qui ont aussi besoin d'une explication. Il faut que je dise quelque chose aussi par rapport à ces espèces. Il y a deux populations qui sont protégées. Celle de Cerisy, qui est ici, dont je parlais, qui est un carabe de couleur noire, et puis les carabes ornithins de Bretagne. Et alors, les carabes ornithins de Bretagne, qu'on appelle Subfestivus, sont protégés sur tout le territoire national. Alors, vraiment, nous nous posons une question, parce que ce que nous avons montré, c'est que cette population de Vendée appartient génétiquement à cette sous-espèce. Donc, nous demandons, lorsque nous aurons publié nos résultats, c'est en cours, que vont décider les autorités. Est-ce qu'il va falloir leur dire de protéger aussi cette population ou pas? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est une conséquence légale. Ça vous montre en tout cas certaines conséquences du travail que font les chercheurs de ce musée et qui peuvent avoir des incidences sur la politique de la biodiversité en France. Alors, concernant les marqueurs génétiques hyper variables, donc ce qui est variable, c'est pas la séquence. On aurait pu imaginer que c'était la séquence qui était variable, non, c'est la longueur qui est variable, c'est ça? C'est la longueur qui est variable, oui. La longueur est variable. Donc alors, est-ce que ça reste un marqueur fiable, puisque si la longueur varie, ça ne fait qu'augmenter en longueur, donc il n'y a plus de marqueur pour dire, tiens, telle longueur, c'est telle population? Alors, ils augmentent en longueur, mais parfois les erreurs de la polymérase vont dans l'autre sens et ils diminuent en longueur. Donc, en fait, nous avons un équilibre qui s'est établi en général autour de 10, 20 répétitions. Hein, et à un moment donné, ça varie autour d'une moyenne, en quelque sorte. Ce que j'aurais pu dire sur ces marqueurs hypervariables, c'est que, comme vous avez vu, il en suffit de quelques-uns. En fait, là, dans cette étude, je crois qu'on en avait retenu 10 pour cette étude. Il en suffit de quelques-uns pour identifier non seulement des populations, mais des individus. En fait, lorsque la police détermine l'identité d'un criminel sur une scène de crime, en général, c'est le genre de marqueur qu'elle utilise aussi. Oui, lors de la conférence précédente, vous avez dit que l'évolution humaine au cours des 250 000 dernières années passées ne montrait pas on n'observait pas de gènes exceptionnels. Et pourtant, j'ai lu dans un article de New York Times de février 2012
que l'ADN humain contient 2,5% de l'ADN des Néandertaliens. Or, ceux-ci ont disparu il y a environ 30 000 ans. Donc, il s'est passé quand même quelque chose d'important là, en ce qui concerne notre ADN, puisque cet ADN nous a permis notamment de développer des défenses contre les maladies endémiques, selon cet article. Des défenses contre des maladies endémiques. Selon ces articles parus qui font référence à des articles parus dans Nature ou d'autres grandes revues, quoi. Alors, en ce qui concerne l'ADN néandertalien, nous sommes tout à fait dans le même schéma que celui que j'ai montré tout à l'heure. Dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, je montrais deux espèces, mais ce n'était pas deux espèces d'hominidés, c'est deux espèces de coléoptères qui se trouvaient en Europe au cours du dernier cycle glaciaire. Et ce qu'on voyait, c'est qu'elles avaient échangé un peu de matériel génétique parce qu'elles s'étaient trouvées en contiguïté, ce qu'on appelle en sympatrie dans notre langage, c'est-à-dire vivant au même endroit et qu'elles étaient capables d'échanger du matériel génétique. Alors, l'espèce humaine actuelle, elle est sortie d'Afrique telle qu'elle est, l'homme anatomiquement moderne, il y a à peu près 100 000 ans. En Europe, il y avait effectivement des Néandertaliens jusqu'il y a très peu de temps. 30 000 ans, c'est rien, 30 000 ans. Hein, c'est 1000 générations, c'est rien. Et une partie de cet ADN, effectivement, s'est trouvée inclus dans notre patrimoine génétique. Une partie pas très importante, mais que nous pouvons détecter avec nos méthodes. De même que lorsque on regarde l'ADN des populations australiennes actuelles, on sait qu'une partie de leur bagage génétique est d'origine, alors c'est un terme, dénisovienne. Dénisovienne, c'est-à-dire il y a une population humaine que l'on a identifiée comme ayant vécu en Sibérie à la même époque à peu près des Néandertaliens, qu'on appelle dénisovienne parce que dans une grotte à Denisova en Sibérie, on a trouvé un petit bout d'os qu'on a pu identifier comme humain, on l'a séquencé et comme ça il était remarquablement bien conservé parce que c'est un pays froid et on a comme ça le génome d'un être humain dont on n'a aucune idée à quoi il ressemblait, on connaît juste son petit doigt, mais on sait qu'il était là, on sait qu'il était proche ou qu'il avait eu des échanges aussi avec les Néandertaliens et on sait qu'il s'est trouvé sur le chemin qui mène de la péninsule arabique à ce continent de l'époque était la Nouvelle-Guinée plus l'Australie, puisque il y a un peu d'ADN qui est arrivé par là. Donc, toutes ces populations qui font partie d'une espèce, il faut bien voir que même si à un moment donné, elles sont partiellement isolées, elles peuvent encore échanger du matériel génétique parce qu'elles sont compatibles. Alors, qu'est-ce que ça représente 30 000 ans par rapport à notre adaptation à des maladies endémiques? C'est un peu difficile à dire. Moi, je pense que, personnellement, enfin, si on me demandait un avis comme ça, à brûle pour point, je dirais peut-être que l'introduction de matériel génétique des Néandertaliens, lorsque les hommes anatomiquement modernes sont arrivés en Europe, peut-être que ça leur a été utile, parce que peut-être que, comme ça, ils ont été... mais ils ont acquis des défenses qui avaient été acquises de longue date par les Néandertaliens, mais ce que je vous dis là, c'est complètement spéculatif. Il faut bien voir. C'est juste plutôt peut-être une voie de recherche à explorer, peut-être que des gens la font, mais voilà. Oui, je propose de revenir un petit peu sur le cas des Carabes. Vous avez dit que vous aviez des indications qu'il n'y avait pas eu de migration nord-sud des populations, de ces populations-là dans le cadre des périodes glaciaires. Alors, on n'a pas de démonstration de la chose. Ça, c'est une supposition. Comment peut-on le détecter? Parce que les populations, j'imagine, peuvent quand même se déplacer géographiquement. Celles qu'on voit aujourd'hui ne sont pas forcément d'origine de l'endroit où elles sont aujourd'hui. En l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de... Il y a quelques fossiles de carabes, mais en fait c'est insignifiant. Non, il n'y a pas de démonstration scientifique de ça. Ça, c'est une hypothèse de travail qui cadre à peu près bien avec les données que nous avons. Par exemple,
ce que je n'ai pas dit parce que je ne suis pas entré dans les détails, il y a l'une des espèces que j'ai montrées, bon, elle s'appelle Punctato-oratus. C'est l'une de celles qui a la plus petite distribution géographique. Elle est présente à l'est des Pyrénées, essentiellement du côté français. Elle a été divisée par les systématiciens en une quinzaine de sous-espèces qui, chacune, sont spécifiques d'un massif montagneux et qui sont séparées entre elles par des vallées. Cette forme, en fait, elle est vraiment différenciée à quelques dizaines de kilomètres près en des sous-espèces qui, manifestement, ont eu très très peu d'occasion de se mélanger les unes avec les autres. Donc, de ça, les biogéographes, moi je ne suis pas biogéographe, déduisent que vraisemblablement cette espèce a toujours été là et que simplement avec les changements climatiques, peut-être elle est montée ou descendue en altitude au cours des millénaires, mais elle n'a pas fait autre chose. Oui, donc l'indice, c'est la variabilité géographique finalement locale. Qui vous oriente dans C'est probablement, alors pour cette espèce que je cite, c'est probablement une variabilité géographique locale. Alors nos résultats pour l'espèce ornithinche, là, nous incitent aussi à penser qu'il y a un fort niveau de différenciation locale parmi ces populations. Alors, elles se sont très certainement quand même étendues, parce que là, il y en a beaucoup qui sont présentes dans des endroits où elles ne pouvaient pas vivre lors des dernières glaciations. Mais nous pensons qu'elles sont vraiment caractéristiques de la partie médiane de l'Europe. Alors, ça c'est ce que j'aurais dû dire aussi, ça fait partie du travail scientifique. Il y a des hypothèses qui sont plus fortes, et il y en a d'autres qui sont simplement des hypothèses qu'on retient pour un travail ultérieur. Si nous devions continuer ce travail, on va peut-être le faire, nous utiliserions d'autres types de marqueurs moléculaires qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont plus délicats à utiliser, mais qui se prêtent beaucoup mieux aux modèles mathématiques, qui sont les variations de polymorphisme de séquence des gènes nucléaires. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est vrai qu'un travail de recherche n'est jamais terminé. Mais ces espèces-là qui sont donc différenciées aujourd'hui, au moins par l'observation, elles sont, j'imagine, elles peuvent s'hybrider. Ah oui, bien sûr. Rien n'empêche donc d'imaginer qu'un jour, elles se regroupent en une seule espèce. Oui, il est certain. Les systématiciens vont souvent distinguer des sous-espèces ou même des espèces à partir de formes qui ne vivent pas au même endroit. Mais rien ne nous dit que plus tard, dans quelques milliers d'années, elles pourraient se retrouver au même endroit et se réhomogénéiser. Les espèces qui sont le mieux connues au niveau génétique de la spéciation, ce sont les espèces jumelles de la drosophile, Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, c'est un modèle de laboratoire extrêmement bien connu. Et alors, cette espèce Drosophila melanogaster, un jour, en faisant de la génétique, on s'est rendu compte que certaines lignées se croisaient mal avec d'autres. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une autre espèce, mais qui n'était pas différenciée morphologiquement, mais qui était une espèce parce qu'elle donnait difficilement des hybrides, et simplement, c'était une autre espèce parce qu'elles étaient isolées. Alors cette autre espèce, on l'appelait simulans. Pourquoi simulans? Ça veut dire celle qui ressemble à l'autre. On l'appelait simulans et ça a été la première espèce jumelle. On s'est rendu compte qu'en regardant bien le détail des pièces génitales des mâles, mais seulement des mâles, on trouvait des petites différences. Alors, ces deux espèces vivent au même endroit. Ce sont deux espèces qui sont sympatriques, comme on dit. Elles se reconnaissent néanmoins parce que lorsque le mâle fait sa cour à la femelle, il vibre de l'aile. Et ils ne vibrent pas à la même vitesse selon l'espèce melanogaster ou l'espèce simulans. En fait, il dit quelque chose, c'est un peu comme un ténor et un soprano. Ils ne parlent pas sur le même registre vocal. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Donc elles se reconnaissent comme ça. À partir du moment où ces entités génétiques que sont des populations vivent au même endroit et n'échangent pas de gènes, ce sont des espèces différentes. Mais elles donnent des hybrides féconds. Alors non seulement elles donnent des hybrides féconds,
Mais depuis, alors ça c'était en 1927, depuis les années 50 et jusqu'à l'année 2000, on a trouvé d'autres espèces jumelles de Drosophila melanogaster en allant chercher là où elle est originaire, c'est-à-dire en Afrique. En Afrique, on a trouvé des espèces locales. Par exemple, il y en a une qui vit seulement dans l'île de Sao Tomé, qui est au large du Gabon. Il y en a une autre qui vit aux Seychelles, qui est sur la bordure orientale de l'Afrique. Il y en a une qui vit à l'île Maurice. Voilà. Alors, ce sont des espèces jumelles. Mais ces espèces peuvent donner des hybrides féconds entre elles. Simplement, elles n'en donnent pas dans la nature, d'une part parce qu'elles se reconnaissent, et là aussi parce que dans certaines circonstances, elles ne vivent pas au même endroit. Alors, on peut se dire, un jour, une drosophile est arrivée aux Seychelles. Elle a engendré une nouvelle espèce au bout de, on pense, 900 000 ans. Mais un jour, peut-être, une espèce qui vit en Afrique pourrait aller la rejoindre, faire souche elle aussi, et s'homogénéiser avec elle. Qu'en savons-nous? Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 10 000 ans, ça peut arriver dans 100 000 ans, et comme vous avez vu, ça peut arriver dans 350 000 ans. Donc, ces entités que sont des sous-espèces ou des espèces très très proches sont effectivement des entités fragiles. Alors, ce sont des entités fragiles, mais ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à les mettre dans des cases qu'il ne faut pas les préserver. Une partie de la préservation de la biodiversité, c'est aussi préserver ces formes locales qui participent de la diversité du monde. Est-ce à dire qu'il y a une nouvelle définition sur l'espèce? Pour moi, l'espèce peuvent éventuellement avoir des hybrides, mais non reproductibles, non féconds. Il y a donc une nouvelle définition? C'est en quelque sorte la définition juridique, je dirais, de l'espèce en biologie, à savoir que lorsque deux... Alors, le mystère des mystères en génomique aujourd'hui, c'est encore comprendre pourquoi certains génomes sont incompatibles. Nous ne comprenons pas encore. C'est vraiment encore une frontière de la biologie. Nous savons que des génomes sont incompatibles. Nous savons que des espèces différentes peuvent donner des hybrides de première génération, mais que ces hybrides ne peuvent pas donner de descendants. Et nous ne savons en général pas pourquoi, sauf dans des cas extrêmement particuliers. Alors effectivement, c'est la règle. Maintenant, il faut quand même arriver à trouver un statut pour ces formes qui sont intermédiaires. Et le processus de spéciation est lent. Comme disait Darwin, qui se disait gradualiste, les espèces restent à chaque instant adaptées à leur milieu, elles ne se transforment que très lentement, et une espèce ne donne deux espèces qu'au bout d'un temps, qui, à notre échelle, est immensément long, en tout cas suffisamment long, pour que nous repérions dans les écosystèmes des tas de situations où on a un couple d'espèces. Donc, les avis vont être un peu divergents. Les gens vont dire ce sont des espèces différentes parce que nous ne les voyons pas s'hybrider dans la nature, et d'autres vont dire c'est la même espèce parce que les hybrides sont féconds. Alors, il y a des tas de cas comme ça.